Mesdames et messieurs, bienvenue sur le temple de la démocratie, 10e RI Télévision qui vous propose le rendez-vous de tous les jeudis. Vous le savez déjà, c'est le grand dossier. Le grand dossier, c'est une émission qui vous propose des dossiers aussi sensibles que ce soit sur le plan national qu'international. Et aujourd'hui, le grand dossier vous présente monsieur le coordonnateur du Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire. Il est également membre fondateur du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Nous parlons bien sûr de monsieur Martin Lukusa qui a accepté l'invitation de la 10e RI Télévision, mesdames et messieurs, pour qu'on puisse décortiquer des fonds en comble l'épineuse question de la désignation du futur président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Est-ce que nos pères fondateurs ont échoué? Ceux qui détiennent le monopole de nous bénir et de faire tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, la question est posée parce que ça tarde. Tout le monde commence à se poser mille et une questions. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer monsieur le membre fondateur du parti politique AEDIC, monsieur Martin Lukusa. Est-ce que vous portez bien? Non, ça va. Nous sommes en train d'avancer. Je crois que tout le monde le sent, que le pays, ça bouge. Ça bouge? Pendant que les autres estiment qu'on ne bouge pas, on est statique. Nous bougeons. Il faut être sincère. Alors, je vous ai présenté tantôt comme étant coordonnateur du rassemblement. C'est le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire. Effectivement. Oui, c'est une plateforme politique. Avant qu'on puisse parler de notre dossier spécial de séjour, parlons-nous brièvement de ce rassemblement. Le rassemblement... Notre Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, si nous avons pris l'initiative de créer cette plateforme, c'est puisque nous nous sommes rendus compte que depuis que les chefs de l'État avaient lancé les mots d'ordre pour que tous les enfants du Congo puissent se mettre ensemble afin de pouvoir accélérer le développement de notre pays, ce travail s'est recentré seulement au niveau du Parlement et au niveau des institutions. Et les restes du peuple étaient laissés pour compte à la marge. Nous avons dit non, nous devons réintégrer tout le monde, parce que tout le monde doit mettre la main à la pâte dans la gestion pour le développement de ces pays. Là où nous sommes, les choses avaient tendance à prendre des allures telles que nous pouvons servir les pays seulement si nous sommes dans les institutions, ce qui est faux. Ce qui fait la force d'un pays, c'est la société civile, c'est les entrepreneurs, c'est tous les citoyens, bref. Et nous avons dit, tous les restes qui ne sont pas dans les institutions, nous pouvons constituer une force afin d'accompagner les chefs de l'État dans la tâche qui lui est confiée pour amener les pays à un standing bien acceptable du développement. Vous le savez, nous sommes dans un pays qui a plus de 400 partis politiques, les extra-parlementaires. Vous êtes à combien actuellement, M. Martin? Pour l'instant, nous avons 5 partis politiques plus une bonne dizaine de sociétés civiles, puisque les RICEP ne prend pas que des partis politiques. Il prend aussi la société civile, il prend aussi des personnalités. Et pour des personnalités, je ne fais pas. Il y en a plein qui sont fait enregistrer, parce que les gens ont compris que nous pouvons, là où nous sommes, dans ce que nous faisons, les faire bien, participer et contribuer à l'édifice commun. Donc, c'est un problème de volonté, d'amour de son pays et surtout de prise de conscience que nous pouvons développer ces pays ici sans être ministres. Ben justement, dans la faisabilité, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la faisabilité? Vous avez bien planté les décors, oui, c'est bien. Vous, parfois, les politiques, vous parlez trop bien, mais la faisabilité pose problème. Le concret est que nous sommes en train de travailler sur le terrain au jour d'aujourd'hui. La première des choses la plus importante, c'est de surveiller les actions des membres du gouvernement, les actions des parlementaires, pour qu'ils ne puissent pas dérailler. Vous savez que les pouvoirs, parfois, ça enivre. Vous les contrôlez comment? Les gens, en étant des lanceurs d'alerte, les RICEP, c'est les premiers lanceurs d'alerte au Congo pour aider les chefs d'État à dénicher. En fait, nous pouvons dire que nous sommes même l'IGF social. Voilà. Je voulais connaître, je voulais y arriver, d'accord. Vous êtes voilà. L'IGF social. Voilà. C'est de vérifier que quand on vous donne un mandat, c'est pour servir l'État et la population et non pour vous servir. Toutes ces personnes qui sont là-bas et qui vont commettre des erreurs ou qui vont faire des abus qui ne peuvent pas permettre à ce que nous puissions avancer, nous allons le dénoncer auprès des institutions qui sont concernées. Et là, vous êtes coordonnateur.
Effectivement. Et vous n'êtes pas secondé ou bien vous vous êtes taillé la part du lion seul? Non, 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 non. Quand on dit coordonnateur, ça veut dire qu'il y a des structures qui sont à la base. Donc c'est la base qui fait que nous puissions coordonner. La coordination, c'est pour juste donner un peu de discipline et de l'ordre, mais il y a tous ces partis politiques qui sont avec nous, tous ces sociétés civiles qui sont avec nous, ont les activités d'une manière indépendante à RICEP, mais acceptent de partager avec nous les combats, d'accompagner les chefs de l'État, de soutenir les institutions de l'État dans ce qu'ils font comme travail de développement et de servir le peuple congolais. Le concept est très bien apprécié. Je pense que nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde se disent aussi surpris pour ça. Monsieur le coordonnateur, vous retrouvez comment? Vous tenez vos réunions où exactement? Je ne vais pas parler en termes de siège parce que apparemment, je ne sais pas si le jargon va vous plaire. Non, nous avons le siège. Oui. Nous avons le siège à Ndolo, en face de l'aéroport de Ndolo. Vous allez voir, il y a un immeuble là qui abrite nos bureaux. C'est là-bas que les grandes réunions se tiennent. Les réunions qu'on appelle les réunions des présidents. Donc les présidents des partis politiques, les présidents de sociétés civiles, les personnalités. Quand nous avons des réunions, donc les décisions sont prises au sein d'une corporation. C'est-à-dire les présidents des partis politiques et les sociétés civiles. Nous donnons les orientations, nous décidons des actions à mener. Est-ce que la voix du coordonnateur que vous êtes prime dans ce débat? Ne prime pas du tout. Ah, vous êtes quand même un coordonnateur, on sait comment ça se passe. Oui, mais pourquoi nous devons quand même faire des choses différemment? On ne doit pas avoir un coordonnateur qui soit les seuls maîtres à bord. Non, c'est pour seulement essayer de bien agencer les choses de telle manière que l'idéologie principale ne soit pas perdue. Justement, parce que vous n'avez pas voulu vous cacher derrière l'appellation autorité morale. Il n'y a ça pas aurait dû être aussi. Il ne peut pas avoir d'autorité morale, mais on a vu ce que ça donnait d'autorité morale. Justement, vous êtes également membre fondateur du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Effectivement, qui est géré par le président Sélé Barani. Oui. Oui. Un parti membre de l'Union Sacrée, bien sûr. Un parti membre de l'Union Sacrée, effectivement, qui est aussi un parti allié à l'IDPS. Justement, nous parlons de l'épineuse question de la désignation du futur président de la centrale électorale indépendante, la thématique nous proposée par le Temple de la démocratie 10e rue. Vous êtes citoyen congolais, père de famille, acteur politique. Le temps que ça... ce ne serait plus un secret. Ça traîne, ça pajoute, tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui d'abord à nos pères spirituels, à qui bien sûr on avait confié la responsabilité parce qu'on s'était dit, c'était écrit que le président de la CENI sera désigné par la société civile, mais thématique confession religieuse. Aujourd'hui ça prend du temps, M. Martin Lukusa. Vous avez bien évoqué la genèse de ce choix de nos pères spirituels. Vous vous rappelez très bien que quand on a émis ces vœux-là, les pays venaient de sortir des conflits. Il y avait des régions qui étaient occupées par des étrangers, il y avait des chefs de bande, il y avait des guerres ici par là. Les pays n'étaient plus unifiés. On venait à peine de réunifier les pays. Et les gens n'avaient pas confiance les uns vis-à-vis des autres. C'est ainsi qu'ils s'étaient fixés comme cet objectif-là, de prendre les gens qu'on considérait comme être des neutres par rapport aux politiques qui se battaient, afin d'avoir des élections qu'on appelait à l'époque des élections libres, transparentes, et il y avait un troisième terme qu'ils utilisaient. Démocratique. Là, c'était lors de la rencontre de Sun City. Voilà. Ça s'est passé comme ça s'est passé. On ne va pas commencer à refaire l'histoire ici, mais l'objectif était celui-là. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que les confessions religieuses elles-mêmes se sont transformées en mouvements politiques sans les dire. Comment ça, ils soutiennent des personnes, ils soutiennent des partis politiques. Il y en a même qui soutiennent des tribus et des régions. Très bien, M. Martin Lukusa, on est sur la télé démocratique. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer. Je m'exprime librement, justement, vous comprenez. Et ce qui est amené à ce que nous puissions remettre en doute même la neutralité de nos pères spirituels, que je respecte beaucoup. Vous comprenez? Et ça plombe la démocratie. Mais quand nous savons que la responsabilité réelle est celle de ceux qui ont les mandats du peuple de pouvoir gérer la cité, comme nous savons aussi que c'est à eux qu'on va poser des questions à la fin de leur mandat, ces gens doivent prendre les responsabilités. C'est pourquoi moi j'en appelle au président de l'Assemblée nationale
de prendre ses responsabilités. Le Congo est un pays laïque. Le Congo n'est pas un pays catholique, ce n'est pas un pays musulman, ce n'est pas un pays kimbanguiste. Le Congo est un pays laïque, avec des institutions bien établies démocratiquement. Si, sporadiquement, on avait souhaité avoir les gens qui peuvent aider à remettre la confiance entre les uns et les autres, afin d'avoir des élections telles qu'on les appelait transparentes, démocratiques, et ainsi de suite, et qu'on se rend compte, finalement, que ça plombe l'évolution réelle de la démocratie, et ça risque de nous amener dans des conciliabules qui vont faire en sorte que le temps soit longtemps perdu et qu'on puisse retomber dans ce qu'on a connu, les glissements et des réunions, des réconciliations, des réunions de concertation. Ce sont des choses qui plombent le développement d'un pays. Ça nous fait perdre du temps. Au lieu qu'on se mette effectivement au travail, on est dans une distraction qui est une distraction absolue. Je demande aux responsables politiques qui ont mandat, notamment les présidents de l'Assemblée, d'avancer. Et d'avancer d'une manière sincère, d'une manière disciplinée et surtout d'une manière autoritaire à faire respecter les calendriers qui sont tracés par les institutions de notre pays. Comment est-ce possible que nos pères religieux n'arrivent pas à mettre sur la même longueur d'onde? C'est quoi ça peut être quoi le blocage? Mais je venais de vous dire que ces gens-là se sont convertis en fanatiques des partis politiques, en fanatiques de leurs frères, cousins des tribus et des provinces. C'est la chose qu'on voulait éviter avec les politiques qui nous revient. C'est comme qui dirait chasser les naturels, il revient vraiment au galop. Donc, arrêtons avec ce genre de choses et revenons dans les institutions telles qu'officielles. D'ailleurs, moi, je suis en train de lancer un débat aujourd'hui. N'est-il plus possible, après les premières élections qu'on a eues ici, nous sommes en 2006, jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un temps qui est passé, pourquoi ne nous lancerons plus les débats de faire carrément revenir l'organisation de l'élection au niveau du ministère de l'Intérieur et supprimer carrément la CENI. Parce que la CENI, c'était circonstanciel. C'était quelque chose de ponctuel pour essayer de remettre les enfants du Congo ensemble puisqu'ils sortaient des conflits et les pays étaient divisés. Aujourd'hui, 16 ans, 18 ans, 19 ans après, je pense que nous devons lancer ces débats-là d'une manière sereine et avec beaucoup de calme, pour que les ministères de l'Intérieur reprennent son leadership d'organisation des élections de la cité. Non, vous êtes sérieux, franchement? Je suis très sérieux. Il faut impérativement qu'on commence à y penser. Je pense que nous allons, nous, RICEP, dans les jours qui viennent, nous allons lancer ces débats-là. Nous allons demander les audiences au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, pour que nous puissions débattre avec les responsables de ces institutions, justement, afin qu'on puisse remettre sur la table la question des organisations d'élections par les institutions officielles établies. Politiquement, est-ce que c'est possible? C'est faisable, tous les pays du monde le font. Pourquoi pas nous? Prenons le cas de la RDC. On sait l'actuelle configuration que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas un secret, c'est dirigé par un ministre, mais qui est de la famille politique de l'actuel chef de l'État. Est-ce que c'est possible qu'on arrive à décider que, bon voilà, le ministère de l'Intérieur reprenait l'organisation des élections de la CENI, tout ça, mais comment se fera les choix du ministre responsable de ce département? Écoutez, celui qui choisit les ministres, c'est le chef de l'État. Celui qui ne nomme pas ordonnance, n'est-ce pas? Et par essence, le chef de l'État a mandat du peuple. Donc c'est le peuple qui a élu le chef de l'État. Donc on confie au chef de l'État tous les pouvoirs de pouvoir nous conduire vers un avenir meilleur. C'est à lui, dans sa vision pour laquelle nous l'avons élu, de décider d'organiser ces choses-là, de nommer un ministre de l'Intérieur qui soit un ministre intègre. Nous prenons dans les conditions où nous avons un chef d'État dont les pouvoirs émanent directement des peuples, comme c'est le cas aujourd'hui. N'est-ce pas? S'il est fait, et que les ministres de l'Intérieur ne fait pas selon la volonté de la population telle que nous attendons, le gars, il a un mandat. Il n'est pas un chef d'État éternel, il a un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, il aura des comptes à rendre à la population qu'il a élue. Si nous, la population, nous considérons qu'il était précurseur, qu'il a vu bien juste et que c'était bon,
on va lui confier un nouveau mandat. Sinon, nous allons lui retirer le mandat en votant quelqu'un d'autre. C'est tout simple. Mais souvent, quand vous vous retrouvez dans les plateformes politiques, lors finalement de la répartition des postes ministériels, selon les poids politiques de chaque parti, il revient souvent ces débats-là sur les choix des ministères clés, notamment l'intérieur, les affaires étrangères. On dit que ce sont des ministères automatiquement qui reviennent au président de la République. Est-ce que vous ne voyez pas que d'autres, le camp politique adverse n'aura pas finalement confiance qu'un ministre de l'Intérieur, issu de la famille politique du chef de l'État, puisse organiser les élections? Je voudrais que vous puissiez lever un peu l'équivoque sur cet aspect-là. Moi, je Bien veux sûr, dire, on a fait confiance au chef de l'État, tout ça, ça ne reviendra plus sur le même débat qu'aujourd'hui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous étonner d'ailleurs. J'ai toujours été contre cette manière de faire les choses. De faire des répartitions de postes par rapport au poids politique. Ce n'est pas correct. Parce que nous avons, quand on élit un chef de l'État, c'est toute la population, c'est universel, non? Qui est le chef d'État. Tous les enfants de ces pays, qu'ils puissent être du parti politique du chef de l'État, qu'ils puissent être de l'opposition ou être dans la société civile sans appartenir au parti politique auquel appartient le chef d'État. Si c'est un monsieur qui est compétent, qui répond à un profil correct pour donner le meilleur de lui en faveur de toute une population, pourquoi ne pas les prendre? Je vais vous dire pourquoi je suis contre. Il y a des partis politiques aujourd'hui qu'on appelle des partis politiques mallettes. Il y a d'autres partis politiques effectivement qui fonctionnent sur le terrain, mais qui ne prennent pas, d'ailleurs la plupart des partis politiques ne prennent pas le temps de former leurs cadres à diriger les pays. Ils sont beaucoup plus dans les dialogues, comme les communs des qui on appelle. Rares sont les partis politiques qui font des écoles, des académies politiques, qui font des séminaires politiques pour former leurs cadres à diriger la chose publique. Et quand arrive le moment où on leur dit, monsieur, vous avez 4 ministères, qui y prennent? Parfois, ils prennent les batteurs de tam-tam, tellement qu'ils battaient le tam-tam pour les partis. Et on a entendu. Et on prend ces messieurs-là, on lui confie la responsabilité de la République dans une matière ou comme dans une autre. Mais monsieur, il va apprendre des termes comme signataire dans son nouveau poste. Il va apprendre comment signer. Quand est-ce que ces messieurs auront le temps de servir immédiatement les pays? Dans des conditions de pays comme les nôtres, où tout est délabré. Il faut des gens qui aient la capacité d'agir tout de suite, à partir du moment où ils ont le pouvoir, de travailler tout de suite. C'est là que moi j'applaudis les partis politiques comme le nôtre, l'AIDIC. C'est un parti politique constitué principalement des technocrates. Effectivement, ce sont des gens qui ont déjà travaillé, qui ont un background important dans différents domaines. Vous avez des médecins dedans, vous avez les gens qui ont travaillé dans des banques centrales, qui ont travaillé dans des ministères, qui ont travaillé dans les entreprises, qui sont même des entrepreneurs. Les gens pareils, ils ont quelque chose à donner tout de suite, parce qu'ils savent de quoi on parle. Donc si on dit que vous avez le ministère de la Santé, vous n'allez pas trop réfléchir. Et le travail commence tout de suite. Et on sait où on va et comment on va le faire, puisqu'on l'a déjà fait, sans être au ministère. Et c'est pour cela que je vous dis que cette façon de faire, de redistribuer les postes par rapport au poids politique, par rapport au militantisme, moi je dis même on donne ça par rapport au militantisme. C'est du faux. Mais vous avez vu pendant les 20 dernières années, c'est que ça donnait. Si on est là, c'est parce qu'on a pris les gens qui ne comprenaient rien à la chose publique de l'État, ils viennent, ils confondent les biens publics par rapport au service. Parce que être ministre, c'est l'abnégation, c'est un devoir, c'est une charge. Au jour d'aujourd'hui, on considère un ministre comme une récompense. C'est ce qui tue ces pays. Justement, pour avoir le poids politique, voilà pourquoi tout le monde se dispute la CENI. Voilà, c'est là aussi que je vous dis pourquoi les combats des RICEP. On ne peut pas penser servir son pays seulement dans les institutions. On ne peut pas penser servir son pays seulement pour être président. D'ailleurs, à la CENI, ce n'est pas le président de la CENI qui fait tout le boulot. Lui, il n'est que le chef. Mais après, il y a des vice-présidents, j'ai vu ces répartis de telle manière à créer vraiment l'équilibre pour éviter qu'il y ait
des fraudes éventuelles. Oui, on va y arriver, parler de la dépolitisation de la centrale électorale. Donc, selon la proposition de Recep, il faut revenir au ministère de l'Intérieur. On doit revenir au ministère de l'Intérieur. C'est une campagne que vous allez lancer d'ici là, on va lancer, la semaine prochaine, nous allons demander les audiences au niveau des institutions compétentes pour qu'on puisse relancer ces débats-là. Mais M. Martin Loukoussa, c'est quoi les acquis de ces retours-là au ministère de l'Intérieur? Les acquis sont tels que les gens à qui nous, le peuple, nous confions la gestion du pays, des responsabilités, puissent les assumer. Pour éviter les échappatoires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez donner l'occasion aux politiques de penser que si nous glissons, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute des religieux. C'est la faute de disputer le ministère de l'Intérieur. Mais c'est de bonnes guerres. Nous sommes en politique, c'est de bonnes guerres. Mais le ministère de l'Intérieur, le chef d'État qui sera élu dans les jours à venir, dans les années à venir, doit faire attention parce qu'il doit compter avec la vigilance de la population. Au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à avoir une vigilance accrue. Vous voyez comment, avec des réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit qu'un roulage fasse une bêtise au coin de la rue. Quelques secondes après, ça affole le réseau. Donc, il faut le faire aussi avec les politiques. Je vais reposer ma question autrement. L'option, la thématique, l'option élevée, bien sûr, c'est adopté et promulgué même par le président de la République. Nous sommes au moment de la répartition des postes ministériels. Vous connaissez bien ce que je suis en train de dire. Quel sera le critère pour attribuer ou donner le ministère de l'Intérieur à tel ou à un autre parti politique? C'est quoi les critères en ce moment-là? Parce que tout le monde vous dira, moi j'ai autant de députés nationaux, j'ai autant de sénateurs, je mérite le ministère de l'Intérieur. Est-ce que d'abord, on va aux élections des députés pour pouvoir choisir des ministres? Non, mais quand un parti a 120 députés, par exemple... Mais il doit voter des lois pour permettre aux ministres de bien travailler. Pas de mettre des ministres. Ils sont juges et partis à ce moment-là. Vous comprenez que je suis contre cette histoire puisque les gens sont devenus juges et partis. C'est moi qui suis au Parlement, j'ai 120 députés. Et vous réclamez le ministère de l'Intérieur? Je dois avoir tous les ministères. Je vais imposer ma vision au ministère. Je suis juge parti. Quand est-ce que j'aurai la capacité d'aller faire les contrôles parlementaires chez les ministres qui m'appartiennent, que j'ai nommés? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très grave qui se passe dans notre pays, c'est ça. Les députés sont votés pour nous faire des bonnes lois, pour que ces lois nous encadrent dans notre fonctionnement de tous les jours au niveau des ministères, au niveau des entreprises, au niveau de la société d'une manière générale. Mais les députés ne sont pas votés pour aller désigner des ministres. Les chefs de l'État doivent prendre leurs responsabilités. C'est eux qui signent les ordonnances. Les premiers critères que nous considérons comme étant quelque chose de très important, c'est la compétence. En la matière pour laquelle nous voulons mettre des ministres. Ben justement, M. Martin Loukoussa, oui, on a un monsieur compétent, avec une probité morale irréprochable, mais il fait partie il est membre d'un parti politique. Prenons, il est membre de l'AEDIC, par exemple. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ministre qui soit seulement d'un parti politique. Mais justement, voilà pourquoi on avait confié cette affaire à la société civile confessionnelle. Je suis en train de vous dire que je suis en train de condamner cette manière de faire d'aujourd'hui. Bon, qui date ce sont des choses qui ont commencé avec l'arrivée de la FLD au pouvoir. Ce sont des choses à bannir. Ça plombe le développement du pays. Ça plombe l'intelligence de ce pays. Ça plombe. Est-ce qu'il faudra-t-il que tout le monde soit dans un parti politique? 80 millions de personnes doivent être dans un parti politique. Faudra-t-il que toutes les personnes qui ont des capacités à donner les choses au pays puissent appartenir à des partis politiques pour être le même ministre ou PDG dans une entreprise? Je ne pense pas. En principe, les entreprises doivent être dépolitisées. On doit prendre des fils maison de ces entreprises-là qui ont évolué dans ces entreprises, qui connaissent les difficultés des entreprises et qui doivent piloter ces entreprises pour que ces entreprises sortent de leur marasme. Parce que si, au jour d'aujourd'hui, on fait ça avec les entreprises, on fait ça avec les ministères, je vais poser une question qui va vous interpeller. Alors faisons-le aussi avec l'armée. Faisons-le avec la police pour voir que ça va marcher. Vous avez déjà vu, on a pris quelqu'un dans un parti politique pour le mettre général directement. Si on ne le fait pas dans l'armée, et ça marche, il y a une discipline là-bas. Parce qu'il y a des critères qui sont établis d'une manière basique. Faisons-le dans les entreprises. Faisons-le dans les ministères. D'ailleurs, les ministres et politiques.
Nous devons renforcer les capacités des secrétaires généraux dans les secteurs. Les patrons des administrations dans un pays, ce sont des secrétaires généraux. Tous les pouvoirs doivent être confiés aux secrétaires généraux pour gérer d'une manière administrative les entités dans lesquelles les ministres qui sont politiques viendront travailler. Au jour d'aujourd'hui, les secrétaires généraux sont réduits pratiquement à des fonctions de huissiers. Et pourtant, ce sont des patrons de médias. Les vrais patrons sont des secrétaires généraux. Dès qu'on renforce les capacités des secrétaires généraux, dès qu'on renforce les capacités de fonctionnement des entreprises de l'État, dès qu'on renforce ces capacités-là, vous allez vous rendre compte que les ministres ne viennent que pour des orientations par rapport aux politiques de leur chef de l'État, selon qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre. Justement, revenons un peu sur le cas des noms qui circulent, bien sûr, ça commence toujours comme ça. La question a été la plupart des candidats potentiels à la succession de M. Corneille Nangaa sont tous ressortissants de l'espace Kassai. On est allé chercher même sur la toile des photos, des anciennes photos pour dire non, il est oncle à tel, Azan de Guabo, tout ça, tout ça. Ça aussi, c'est un débat qu'il faut mettre sur la toile, sur la place publique. C'est un faux débat. Je vous dis que c'est un faux débat. La nationalité congolaise est une et indivisible. On est congolais, point. Nos tribus, nos villages, notre appartenance à des zones linguistiques ne sont que des richesses qui viennent nous donner une certaine force. Mais ça ne peut pas constituer, un critère. C'est un très faux débat. Si on enlève celui qui appartient au Kassai, on mettra celui qui appartient au Katanga. On va dire qu'il est suédophone. Qu'est-ce que les Kassaïens vont dire? Si on prend un Mongala, qu'est-ce que les Congo et les Bayombe vont dire? Vous comprenez? C'est un faux débat. Dans notre constitution, on parle des Congolais. Les gars qui soient des Bandundu ou du Kassai ou du Katanga, à partir du moment où il est compétent, à partir du moment où il a été coopté par ses pairs, pourquoi nous refuserons les services? C'est pour ça que je vous ai dit au début, les jours où nous allons changer notre conception du pouvoir, et qu'on vient dire que le pouvoir, ce n'est pas une récompense qu'on vous donne, c'est un devoir pour servir vos concitoyens. Ce débat-là va prendre fin. Je ne vois pas pourquoi on doit parler des tribus aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. C'est fou. Mais qui lance le débat, c'est au niveau même de la sommité de l'Église du Christ. Mais les Christ, là, ils sont en train de jouer avec la Constitution. Ce sont des gens à sanctionner. La Constitution n'a jamais parlé de régionalisme. La Constitution parle de la nationalité congolaise. Et ça vous donne le droit à des choses. Ça vous donne aussi des devoirs à des choses. Mais appelons le chat par son nom quand même, monsieur le coordonnateur. On a connu des présidents de la commission, la plupart étaient ressortissants de l'espace swahiliphone. Ça n'a dérangé personne. Tout ça. En tout cas, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Alors aujourd'hui, il faut naturellement, obligatoirement, qu'on ait aussi quelqu'un ressortissant de l'espace Kassai. Pas nécessairement. Moi, je n'ai pas dit qu'on mette quelqu'un de l'espace Kassai. J'ai dit qu'on mette un Congolais compétent. Si le gars du Kassai est compétent, pourquoi pas? Mais semblerait que sur la liste, le candidat qui reste, tous sont de l'autre côté. Mais ça ne dérange pas s'ils sont compétents. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous et nous. Ce ne sont pas des manœuvres politiciennes. Vous n'avez pas prévu tout ça bien manigancé bien avant. Non, je ne pense pas. Je ne crois même pas à ça. Pour clouer nos pères spirituels. Je vais vous dire quelque chose qui me choque souvent ici. Vous savez, il suffit qu'on vous désigne, vous, demain, comme président de la CENI. Tout de suite, on ira chercher vos photos, des copies mères, que vous étiez avec moi. Vous voyez, nous sommes dans un pays où la suspicion est devenue la règle. Quand c'est vous, c'est pas bon, il faut que ce soit nécessairement moi. C'est puisqu'on n'a pas toujours renouvelé l'intelligence pour comprendre que servir ces pays, il faut avoir des compétences, et servir ces pays, c'est un devoir. Les gens pensent que c'est une récompense. Le président de CENI, il ira là-bas, il va gagner beaucoup d'argent, il va construire des maisons. Je lui dis, attention, il y a RICEP qui va vous suivre. Attention, il y a IGF politique et IGF social qui vous suivront. Mais l'IGF social ne s'intéresse pas à la composition même de la plénière de la CENI. Des membres qui viennent de partis politiques, de la société civile, ainsi de suite. Il n'y aura pas un combat politique au sein de cette plénière. Pourquoi ne pas carrément la dépolitiser? Est-ce que c'est possible aussi?
Mais là-bas, c'est politique. Ah, c'est bon. Tout ce que nous faisons autour de la CENI elle-même, les gens font semblant de dire que la CENI doit être nette, doit être dépolitisée. Non, c'est faux. C'est faux. La CENI est par essence politique. C'est pour désigner les politiques. Mais pourquoi confier? Mais c'est là que bon, ça. Pourquoi confier vous comprenez que vous revenez à la base à ce que je suis en train de faire comme débat à lancer dans l'avenir. Remettez cette gestion des élections, des désignations des responsables de la gestion des cités au ministère de l'Intérieur. Ce n'est qu'une division du ministère de l'Intérieur, organisation des élections. La thématique est très intéressante. On reviendra toujours au niveau même du RUCEP, même au niveau de l'AEDIC pour qu'on puisse encore de plus en plus approfondir l'idée, puisse expliquer aux Congolais pour que les gens comprennent. Maintenant, à ce stade, tout semble ne pas marcher. Des confessions contre 6 et la guerre est lancée. Les autres disent qu'il faut qu'on aille solliciter l'arbitrage du président de la République. Est-ce que c'est possible dans cette configuration? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller voir les chefs d'État pour ça. C'est la matière de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a la compétence de convier les confessions religieuses à lui désigner les présidents et d'autres membres du bureau. Si on va chez les chefs de l'État, nous voulons les rendre dictateurs. Il y a une séparation nette des pouvoirs dans notre Constitution. Que chacun, au niveau où il est, fasse correctement son travail. Si au niveau de l'Assemblée nationale, on se rend compte que les confessions religieuses, ceux qui nous comptions pour nous donner des candidats neutres, ne peuvent pas les faire, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de candidats neutres. Il faut prendre d'autres dispositions. Comme quoi, par exemple, selon vous? Mais il n'y a pas consensus. À part le consensus, ils ont parlé des votes. Ils n'ont qu'à passer au vote. Il y a 6 contre 2. Et on prend les 6. Mais en attendant, nous, la commission paritaire mixte au niveau du Parlement est aussi sur les dossiers. C'est au niveau des parlements. C'est au niveau de... Je ne vais pas juger les choses dans cette chambre-là. Mais c'est là-bas qu'on aura la capacité du président de cette chambre-là de résoudre les problèmes. Pourquoi la question devient hautement si politisée comme ça? Elle n'est pas politisée. Il y a des gens, des gens qui tirent les ficelles pour rien. Il n'y a même pas un débat. C'est la peur. Je vais prendre la phrase qu'un musicien avait lancée. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Si le président Mbosso tape du doigt sur la table et prend une décision, il n'y aura rien. Et on a vu dans ce pays un président entériné même par l'Assemblée nationale, mais les chefs de l'État n'avaient pas signé l'ordonnance et ça donnait ce que ça donnait. Vous savez pourquoi il y aura rien? Vous savez pourquoi il n'y aura rien? Oui. Parce que les confessions religieuses n'ont aucun pouvoir légal sur les politiques dans ces pays. Ils ne sont que conviés pour assister, à aider les gens à se faire mutuellement confiance. Qu'est-ce que vous avez à voir avec notre père spirituel? Non, d'ailleurs, moi je suis un catholique fervent, d'arrière-arrière-grand-père. Mais je me dis que si nous ne sommes pas capables de coaliser pour les choses politiques, laissons les choses politiques aux politiques et revenons à l'église, on va prier pour eux, pour apaiser les choses. Merci beaucoup à M. Martin Lokossa, coordonnateur du Rassemblement des l'Union sacrée extra-parlementaire. Vous êtes également membre fondateur du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Vous avez disponibilisé votre temps pour qu'on puisse parler de tout ce qui se passe au sein de la société. Quelle est la part des partis politiques dans cette éducation civique que nous voyons aujourd'hui? La part est très importante. Moi, je crois que même nos députés doivent reconfigurer les lois de fonctionnement des partis politiques afin que les partis politiques aient la responsabilité d'informer, de former et d'orienter la population vers des objectifs qui soient des objectifs nobles de développement et d'auto-prise en charge. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont attentistes. On attend tout de l'État, mais on ne donne rien à l'État en retour. Il faut que la notion du citoyen revienne dans nos cœurs, dans nos têtes et dans nos esprits. Que si nous nous apportons rien, il n'y aura jamais rien en retour. Si nous sommons les apports de tout un chacun, nous allons avoir une grande capacité
à pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens. Et ça, c'est le devoir qui est le vôtre. C'est notre devoir. Est-ce que vous le faites Nous le faisons effectivement. Et vous allez voir que dans les jours qui viennent, même les émissions que nous faisons avec vous, tout ce que nous disons, c'est ça, la moralisation de la société, la moralisation des citoyens, la moralisation des politiques, afin que les gens comprennent que seul le bien commun demeure éternellement. Les biens privés, quand nous les prenons chez l'État pour en faire des biens privés, ça ne demeure pas. Vous avez l'exemple, regardez depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous ces gens qui sont passés au pouvoir, qui ont pris toutes les richesses de ces pays ou qui ont vendu les richesses de ces pays, croyant être à l'abri, tous se reviennent après à la source qui est l'État mère, l'État congolais qui est leur source de vie pour venir encore plus richer. Donc, mettons beaucoup d'efforts dans le bien commun. C'est le bien commun des mers. Donc, c'est le Congo des mers. C'est le Congo des mers. Le RUCEP et l'AEDIC soutiennent le président de la République pour quelle fin? Pour qu'il puisse développer ces pays, pour qu'il puisse remettre réellement en place un état de droit fort, qui puisse enlever dans les têtes des gens que nous devons voir les hommes forts, mais nous devons voir les institutions très fortes, et servir de tampon pour une redistribution meilleure de nos revenus. Ça, nous sommes derrière lui. On le soutiendra. Tant qu'il sera dans cette logique-là, il peut compter avec nous. Vous pensez qu'il est dans cette logique? Pour l'instant, oui. Ça bouge. Ça bouge. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois, on met des hommes politiques. J'ai 58 ans aujourd'hui. La première fois que je vois que les hommes politiques, les ministres sont arrêtés, les PDG sont arrêtés, les gens sont traqués. Moi, mon boulot, l'IGF nous traque. Et moi, je m'en réjouis. Je n'avais jamais vu ça dans ces pays. Je suis parti à l'étranger, j'ai habité l'étranger. J'ai vu des ministres être arrêtés, être jugés. Ici, je n'avais jamais vu. Ne fût-ce que pour ça, on doit l'accompagner. Hein. Parce que quand les gens auront peur de la chose publique, auront peur des deniers publics, mais ça pourra permettre, à la fin de la fin, une bonne redistribution des revenus. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de millions dans ces pays. Les détournements se font en termes de millions, alors qu'il y a des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour dans ces pays. Mais c'est gravissime. Mais justement, quand vous les soutenez comme ça, c'est très intéressant. Et surtout s'il a la même mise sur la CENI, ça fera de vous que vous puissiez avoir la facilité autant de députés, c'est possible aussi. Non, c'est pas parce que lui, non, mais lui, il n'a pas la capacité de me donner des députés ou de donner mon parti les députés. C'est ma capacité à convaincre. Vous avez parlé des partis politiques, Malet, ici. Oui, notre capacité à convaincre la population, à donner à la population l'idée que nous pouvons leur apporter quelque chose de bien, va faire en sorte que cette population nous fasse confiance. Vous comprenez? On ne peut pas, sinon on va retomber dans l'histoire qu'on a vue avant, des députés nommés, des bourgmestres, des gouverneurs nommés par un individu. Ils sont redevables vis-à-vis de ces messieurs-là. Et non vis-à-vis de la population. Voilà. Mais comme vous avez dit, la CENI est politique. Alors, quoi normal qu'un président de la République gère aussi la CENI? Il ne doit pas gérer la CENI. Lui, il doit faire son boulot très bien, correctement, pour que la population aille mettre sa carte d'électeur dans les bulletins et son bulletin dans la machine de la CENI pour qu'ils soient encore réélus. Il n'a pas à aller gérer la CENI pour frauder, ça n'a pas de sens. Sinon, le pouvoir perd son sens légitime. C'est-à-dire servir les autres. Il faut servir la communauté. C'est ça, être au pouvoir. Être au pouvoir, il y a la Bible qui dit même que les plus grands d'entre nous soient les plus grands serviteurs des autres. Donc, quand on est au pouvoir, c'est pour servir. Pas pour aller faire les dialélos et puis faire... Non, mais ça n'a rien de sens, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos pères spirituels? Parce qu'on va bouger un peu. Je dis à nos pères spirituels d'aller à un jeûne et prier de 3 jours. Ah, mais ça fait plus de 2 mois, M. Martin. Non, mais bon, il n'y a jamais tard pour le faire. Je propose, nous sommes aujourd'hui jeudi, demain vendredi, samedi et dimanche, ils vont faire comme Christ, dimanche ils vont ressusciter avec des sentiments, l'intelligence renouvelée pour que lundi matin, ils nous donnent un candidat. C'est tout ce que vous avez. Ils peuvent le faire, ils sont spirituels, vous avez dit. Oui. S'ils entrent aujourd'hui jeudi, en jeûne et prière, vendredi, samedi, et dimanche matin, ils ressuscitent comme Christ. Pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis tout ce temps? Mais maintenant, je les propose.
Ce sont eux qui nous aident. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter cette émission spéciale Grand Dossier avec le coordonnateur du Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire. Notre invité est également membre fondateur du parti politique AEDIC, Agir Ensemble pour le développement intégral de ces pays. Je l'ai dit tantôt que vous êtes citoyen congolais. Des pères et des mères. Des pères et des mères. D'arrière-grand-père. Ça, c'est notre débat, on reviendra sur ça. Acteurs politiques, bien que ce n'est pas permis, mais on pose un peu la question concernant nos minéraux, nos mines et tout ça, avec les images que nous voyons par-ci, par-là. Je ne sais pas si vous êtes fiers d'être congolais et vivre de telles histoires. J'ai suivi les reportages du journaliste de Jeune Afrique. Je crois qu'il est Jeune Afrique, Alain Focard. Alain Focard. Je n'ai pas dormi de nuit du tout. Et pourquoi? Je demande vraiment au chef de l'État, je demande au Premier ministre, je demande au président de l'Assemblée nationale, en tout cas d'interpeller immédiatement, de suspendre toutes les personnes qui sont citées dans ces reportages. Non seulement eux, tous ceux qui sont de près et de loin associés à ce genre de pratiques, qui soient mis aux arrêts immédiatement et que les enquêtes soient ouvertes. Il n'est pas acceptable qu'un pays soit aussi pillé, pollué, au vu et au su de tout le monde. Il faut qu'un étranger vienne nous dire. J'ai même suivi que des directeurs de cabinet, des ministres sont des conseillers, des pilleurs, des pollueurs de ce pays. En tout cas, il faut qu'une action judiciaire soit ouverte immédiatement et qu'on mette fin, qu'on donne un exemple fort au reste de ces étrangers qui viennent se moquer de nous, ils nous prennent pour les pieds. Alors nous sommes très sévères. D'ailleurs, il y a une lettre qui va aller tout à l'heure de RICEP au niveau du chef de l'État pour exiger effectivement, nous nous associons avec ACAJ, j'ai vu ACAJ a réagi aussi, nous nous mettons ensemble avec ACAJ pour chasser ces gens-là au travers des institutions compétentes. Et là, c'est dans votre rôle de l'hygiène sociale. L'hygiène sociale. C'est vraiment déplorable. Non, mais parce qu'il faut changer l'homme congolais finalement. C'est quoi le problème? C'est l'homme congolais ou c'est quoi au juste? Non, le pouvoir judiciaire doit être renforcé encore davantage. D'ailleurs, je propose, parce qu'il n'y a pas moyen que pour une année ou 2 ans que nous puissions signer des collaborations avec des institutions belges de justice et de la police pour nous aider à peut-être redresser un peu le niveau de nos institutions judiciaires. Merci beaucoup à M. Martin Loukoussa. Je pense qu'on ne peut pas tout terminer dans un seul numéro. La 10e rue est là, c'est un canal mis à votre disposition pour communiquer et pour sensibiliser la population dans votre rôle d'hygiène sociale. C'est un terme que nous avons retenu très intéressant. Et aussi dans l'émission qui sont les vôtres au sein de Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Il faut soutenir le président de la République. Nous tendons petit à petit vers les élections. Je ne sais pas si la question a déjà été débattue au sein du collège des fondateurs de votre parti politique, mais qu'à cela ne tienne, qu'avez-vous à dire à la population qui vous regarde partout à travers le monde? Nous disons à notre population congolaise ceci: réveillons-nous, prenons-nous en charge. Partout où nous sommes, si nous remarquons qu'il y a des choses pas bien qui sont faites par les gens, dénonçons, prenons-nous en charge. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'inacceptable. Je reprends ce que Focard a dit, n'acceptons pas ça, ça ne doit pas se passer ici. Voilà. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro spécial Grand Dossier. Nous avons eu le privilège de recevoir pour vous, monsieur le coordonnateur, du Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire. Il est également membre fondateur du parti politique Agir Ensemble pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière. Vous aurez à suivre de temps en temps les analyses de monsieur Martin Loukoussa qui a disponibilisé de son temps pour servir son peuple. C'est une façon de servir son peuple. Nous vous disons sincèrement merci, vous qui nous regardez partout à travers le monde, et merci également à toutes les télévisions partenaires. La 10e rue Télévision Temple Démocratie vous dit sincèrement merci, à la prochaine.